Eh ben bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Baptiste. Installez-vous. Merci pour l'accueil. J'espère que tu vas bien. On J'espère que va tout le bien. monde va bien. Et bah si tout le monde va bien, c'est parfait. C'est beau, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de barbe. Oh. On change Ouais. complètement la DA On de devient l'émission. un podcast, Podcast de barbier. hairstyle, Ok, un podcast barbier. exactement. Sortez Sortez vos les meilleurs bacchantes. ciseaux, vos tondeuses, mettez votre meilleur tablier pour éviter d'en foutre partout sur vous. Et on part pour parler du barbu le plus célèbre de la NBA, je pense, sans me tromper. Oh bah oui, Monsieur c'est carrément, James Harden. c'est carrément son surnom finalement. Oh oui, finalement, Beard. c'est vrai que c'est The Beard. Peut-être l'une des barbes les plus iconiques après Lincoln et les ZZ Top. On n'est pas prêt pour ce débat. On n'est pas prêt pour ce débat. Je fais une dédicace à Chris qui m'a suggéré le sujet et On l'embrasse. bonne idée en vrai. Des bisous à mon gros Chris. Aujourd'hui donc on parle de James Harden. Je pars d'entrée de jeu. Moi joueur que j'appréciais, parce que comme d'habitude je fais un sujet sur un joueur et je finis par l'aimer de tout mon cœur, que j'appréciais pas trop à la base. Qu'est-ce qu'il en est de toi Baptiste? Quel est ton rapport avec James Harden? En 2-3 mots. En 2-3 mots, un peu comme toi, c'est pas le joueur qui m'a fait que j'ai apprécié le plus, tu vois. J'étais pas un très grand fan du style de jeu de cette équipe de Houston dans laquelle il a évidemment cartonné, quoi. Et voilà, j'ai jamais été plus que ça un grand fan. Après, je t'avoue que c'est aussi un joueur qui m'a énormément saoulé, je vais pas te mentir. Ok. À cause de quoi? Des fautes? Enfin, de son style de jeu, de je sais pas, des déclats, de leur basket. C'est plutôt le hors-basket qui m'a saoulé. Je vais pas te mentir. Ah bah c'est cool parce qu'on va en parler. Ouais, bah je me doute. Et Ouais, on en parlera un petit peu à la fin, mais j'ai pas voulu axer que sur ça parce que on verra justement. Je trouve qu'au final c'est peut-être assez mineur. Ouais, en gros pour résumer on va dire joueur très kiffant à regarder jouer par contre, mais très beau joueur de basket. que j'ai pas plus, voilà, que je porte pas plus que ça dans mon cœur et dont le hors basket m'a frustré, je dirais. Très bien. Eh bien, commençons finalement par le début, par la naissance, puisqu'avant James Harden, il n'y avait pas James Harden, ça va de soi. Il naît le 26 août 1989 à Los Angeles. Encore un gars de LA. Encore un gars de LA, effectivement. Pour ceux qui suivent actuellement les Clippers, sachez qu'il a grandi non loin de Russell Westbrook, de Kawhi Leonard et de Paul George. Parce que les 4 sont originaires de LA à peu près de la même année. James naît dans une fratrie, vient au monde, il a deux frères et sœurs, alors un grand frère et une grande sœur, c'est le troisième, c'est le dernier. Il est surnommé Lucky par sa mère, je ne sais pas si tu connais cette anecdote. Chanceux donc. Chanceux, pourquoi chanceux? Eh bien parce que la mère de James, entre sa fille, donc qui est l'enfant du milieu, je sais pas comment on dit, le cadet ou le benjamin. Non, le benjamin c'est le plus jeune, le cadet c'est celui du milieu, c'est ça? Il me semble. Donc sa sœur cadette et James, sa mère va faire une grosse série de fausses couches avant d'avoir James, donc c'est pour ça qu'elle le surnommera Lucky. Okay. D'ailleurs, dans le documentaire, une interview qu'il fait avec ESPN qui s'appelle Behind the Beard, il dit qu'il connaît pas ce surnom et il dit c'est peut-être pour ça que j'ai autant de force, j'ai pris la force des autres. Ça se tient. Très beau début d'histoire, très beau clin d'œil. Ouais. Ce qui est moins beau, c'est le cadre dans lequel va grandir James Harden. Puisqu'il va grandir à Compton dans les années 90. Pour ceux qui ne situent pas Compton dans les années 90, c'est peut-être l'un des quartiers les plus compliqués des États-Unis, si ce n'est le quartier le plus compliqué des États-Unis à l'époque. En 92, vous aurez les émeutes et vous avez globalement énormément de problèmes de drogue, de violence et de gangs qui émaillent, on va dire, la vie de Compton à l'époque. Notamment, ça va toucher James parce que son père, qui est un ancien Navy Seals, James Harden Senior, est au moment de la naissance de James et pendant quasiment une énorme partie de son enfance en prison en train de purger une peine pour trafic de drogue. Ok. C'est un fils des gangs finalement, James Harden. Exactement. Alors sa mère va faire en sorte que son fils et que globalement ses enfants, de ce qu'elle en dit, aient le moins de rapport possible avec les gangs. Elle en parle dans l'interview Behind the Beard. Elle dit que
pour elle, garer sa voiture dans la rue, c'est-à-dire pas dans son garage, parce que la mère de James donc, est une femme toute seule qui élève des gamins, mais elle arrive à s'en sortir quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... en termes de niveau de pauvreté, pour ceux qui savent jauger, on n'est pas non plus sur Kevin Durant et LeBron James qui sont quasiment à la rue. Ouais. C'est un milieu pauvre, mais il a quand même un toit. Donc c'est déjà ça. Oui. En gros, si la voiture était garée dans la rue, elle raconte que ça brûlait parce que il savait très bien que son mari était affilié à tel gang. Et le gang rival allait brûler la caisse finalement. Très peu fun. Finalement. Voilà, bonne ambiance. Donc on comprend finalement pourquoi elle fait tout pour éloigner son fils de cet environnement toxique. Et elle le guide directement vers le sport et notamment vers le basket. Alors pour ceux qui ont déjà vu, vous avez des images de tout petit James Harden qui est dans son allée, dans son driveway, qui a un panier accroché au-dessus du garage et qui fait des petits shoots avec sa main gauche. Je sais pas si tu as déjà vu ces images, Bat. Non, absolument pas. Ça ne te dit rien du tout. Ça Eh bien, me dit rien. vous tapez sur YouTube des images d'Arden jeune ou vous le tapez en anglais, ou alors vous allez regarder ce que je disais, le documentaire Behind the Beard de ESPN. Vous allez les voir et c'est très drôle, on voit déjà un James Harden qui met des fade-away enchaînés de step-back avec sa papate gauche. Il était prédestiné finalement, ce garçon. Il était prédestiné, oui, mais c'est quand même compliqué quand il est jeune, parce que malgré ce petit panier et malgré James qui s'entraîne à shooter, à dribbler et à perfectionner ces deux aspects de son jeu, à l'époque, James, il aime un peu trop les fast-food et surtout, il est asthmatique quand il est jeune, James Harden. Oh, bien ouais, ça. Chose que... Bien compatible avec une carrière de sportif de haut niveau d'être asthmatique et de se taper des McDo à chaque repas. Effectivement, pareil, petite anecdote que raconte sa sœur, elle dit qu'à l'époque, vous pouviez retrouver James en sous-vêtements dans la cuisine en train de manger directement dans le bloc de fromage. Alors je dis le bloc de fromage parce que pour ceux qui voient pas, aux États-Unis, ils ont littéralement des blocs de cheddar dans lesquels tu viens couper, comme si nous on a des blocs de beurre, et ils ont des blocs de cheddar. Ouais, des meules quoi. Exactement, des meules. Oh putain. Ok. Il voilà. de loin, notre ami James. Oh oui, il part de loin. Il intègre quand même l'équipe de son high school local. Et la première année, honnêtement, James Harden, c'est juste un shooter. Ça ne pose pas le ballon au sol. Et globalement, ça va pas vraiment progresser jusqu'à sa poussée de croissance. Et jusqu'au moment où il va commencer à poser le ballon au sol et à se dire dans sa tête « Ok, maintenant, je veux être pro. J'ai envie de devenir pro au basket. Donc, il va falloir que je fasse tout. » Et à ce moment-là, ça devient la seule et unique option de James. Ce jeune gaucher, du coup, va aller shooter avant d'aller à l'école, va aller faire des sprints après l'école, va faire tout ce que beaucoup de gamins aux États-Unis qui rêvent d'être profonds, on va pas se mentir. Et durant toutes ces heures d'entraînement, en tout cas durant toute cette période où il s'entraîne, il y a une anecdote, pareil, que je ne sais pas si tu la connais. Il a laissé un jour un papier à sa mère, James Harden. Est-ce que tu connais cette anecdote ? Je crois il me semble que je l'ai déjà entendu, mais je saurais pas trop dire ce que c'est. C'est donc, possible. Alors en gros, c'est une toute petite note écrite sur un bout de papier taché de café que sa mère a toujours et qui est très cool, sur lequel il y a marqué s'il te plaît maman, est-ce que tu peux me réveiller demain à 7h et me laisser quelques dollars PS un jour je serai une star. Et il fait une étoile. Donc prémonition finalement de James. Ouais. Il savait déjà. Madame Irma finalement. Et ouais, en tout cas, lui a toujours dit qu'il se sentait spécial vis-à-vis du basket à partir du moment où il a commencé à le considérer comme quelque chose de professionnel. Et comme je disais, à partir du moment où il commence à s'entraîner, il y a un gap qui est franchi. Ses coachs à l'époque en high school le disent. Il part au high school de Artesia sur Los Angeles. Je crois que c'est du côté de Lakewood, si je dis pas de bêtises. Ok, je pourrais pas te contredire, je l'avoue là-dessus. Je suis quasiment sûr que c'est du côté de Lakewood. Aussi tu le dis. Mais ces coachs à l'époque disent qu'en tout cas James effectivement a quelque chose de différent, c'est qu'on sent qu'en fait il est déjà professionnel dans son approche du jeu, encore une fois. Et il y a même une petite anecdote, c'est Paul George qui la raconte dans son podcast, donc c'est avant, c'est pour ceux qui diraient que Paul George fait du teammate teams, je sais pas comment dire ça, du favoritisme envers son teammate, c'est avant qu'il soit coéquipier à Los Angeles. Il dit qu'à l'époque, lui, il arrive en espèce de tournoi AU. Il dit, je vois James qui prend un rebond, qui fait une full courte passe à un mec, sprint, récupère, dunk entre les jambes. Ok. Il dit, je suis choqué. Genre monstrueux, déjà, le gamin éclate tout le monde de son talent.
Et honnêtement, il va vraiment éclater tout le monde de son talent à Artesia parce qu'il va faire un back-to-back championship de l'État de Californie. Il va également mener son équipe du Pump and Run Elite en 2006 à la victoire en AAU. Ok. Donc, bien sympathique. Ouais, il commence à se faire un petit nom sur la scène de LA, j'imagine, avec toutes ces petites performances-là. Oui. Il commence à se faire remarquer, dirons-nous. Ouais. En plus, si vous voulez savoir, dans le Pump and Run Elite, il va notamment battre les équipes de Kevin Love, j'adore me déguiser en Elmo. Allez voir le podcast sur les passions si vous ne savez pas de quoi je parle. Oh, tu l'as sorti d'une façon, j'avais pas ma garde. Je t'ai pris de court. Oh, tu m'as pris à revers. Tu m'as pris en backdoor finalement. Allez. Exactement, allez c'est parti. Donc, sortie de lycée, bien évidemment, et du McDonald's All-American, ça commence à attirer les scouts, ça attire notamment les scouts de North Carolina et de UCLA, qui sont les premiers à se manifester, mais James, il décide de suivre son coach d'Artesia, qui vient d'être nommé coach principal de Arizona State. Il part faire 2 ans, et 2 saisons, franchement, monstrueuses individuellement, pour un joueur du NCAA, au total, en cumulé sur les 2 saisons, il tourne à 19 points, 5 rebonds, 3,7 passes, en 50, 37, 75. Oh. Ce qui est bien sympathique. Ah oui. pour un mec de NCAA, on va pas se mentir. Ouais. Il casse des gueules, puisque Arizona State, la première année, il passe de 9ème de sa division la saison d'avant à quart de finaliste du NIT. Donc en gros, c'est quand vous faites pas la March Madness, vous avez un tournoi invitationnel lors de sa première année. Et puis la seconde année, tranquillement, il les emmène au second tour de la March Madness, première fois en 11 ans pour les Suns Devils. Putain. Ça va, James? On t'embête pas? Il est là. Fini de montrer que t'étais trop fort? Il est là pour marquer l'histoire, James Harden. Oh oui, il est pas là pour faire semblant. Donc bien évidemment, après avoir emmené les Suns Devils à la March Madness, il est nommé All-American, il est nommé Pac-10 Player of the Year. Tiens. Rien que ça. Donc, logiquement, direction la draft 2009. Bah oui. Et on se dit, il a cassé des gueules. Donc il va être bien choisi. Ouais, ça se tient. En tout cas, c'est un raisonnement qui se tient. Qui se tient, mais les GM NBA sont un peu sceptiques en vrai sur James, parce que il est encore un peu gras, James. Il aime bien les fast-foods. C'est un bon vivant, James. C'est ça, il est pas non plus fit à la mort. Ouais. Mais c'était sans compter un mec qui est en pleine masterclass, qui s'appelle Sam Presti, qui voit un workout de James Harden qui fait... Mais en fait, il est carrément plus athlétique que ce que les gens pensent, le frérot là-bas. Là. Certes, il a un peu de cheville, mais il est trop fort. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il est drafté en 3ème position. Est-ce que tu te souviens de qui sont les 2 premiers choix de la draft 2009 ? Alors, les 2 premiers choix de la draft 2009, c'est pas Blake Griffin le premier ? Exactement, c'est Blake Griffin le premier aux Clippers. Et le deuxième... J'ai le droit de demander l'équipe pour avoir un indice ? Oui, c'est les Grizzlies l'équipe. Les Grizzlies ? C'est pas Hashim Thabit ? Exactement, c'est Hashim Thabit. Oh là là. Et non, ce nom de famille n'est pas une blague. Mais c'est, pour anecdote, voilà, un mec de Tanzanie qui faisait genre 2m29, un truc comme ça. Ouais, c'est près, ça, hein. il est très très grand et c'est un très gros prospect. Malheureusement, Thabit ne percera jamais en NBA. Voilà, il fallait la faire. Merci, merci pour ce moment. Allez, on part du coup, direction la NBA, direction le Thunder. Et Baptiste, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu connais le dicton qui dit que l'amour dure 3 ans ? Ouais. Et ben en tout cas, l'amour va durer 3 ans aussi entre James Harden et OKC. C'est vrai qu'il y a... On va y aller chronologiquement. L'arrivée à OKC de James Harden, James pense qu'il va être, logiquement, tes 3e choix de draft, il pense qu'il va être arrière titulaire. Parce que finalement, encore une fois, c'est un raisonnement qui se tient. Jeune. C'est un raisonnement qui se tient, surtout que l'année d'avant, est-ce que je me le suis noté ? Non, mais de mémoire, l'année d'avant, le Thunder tourne en genre 24-58, un truc comme ça. Donc ils ont vraiment pas un bon bilan. En même temps, pour être 3e choix de draft, t'es rarement en finale de conférence. À part les Celtics dans les années précédentes, mais ça c'est parce que ils avaient arnaqué les Nets, quoi. Exactement. Donc, en tout cas, le James sort du banc au début. On lui dit à l'époque, tranquille James, reste humble, continue de travailler dur, ton tour va venir. Saison rookie,
Il a du mal au début à se faire à son rôle, puis faut découvrir la NBA. Mais une bonne saison rookie, il tourne à 9,9 points par match, 48% d'efficiency rating, donc un joueur déjà quand même bien efficace pour un rookie. Et puis surtout 4ème meilleur pourcentage à 3 points de la ligue pour un joueur de moins de 21 ans, avec plus de 150 tentatives à 3 points. Pas mal. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'au minimum ce sera un très bon shooter. Et en plus de ça, rajouter par-dessus quelques qualités défensives qui se voient sur l'homme. James peut tenir son duel, peut tenir des bons arrières de la ligue, y a pas de souci. Forcément tout ça, la première année, ça l'emmène à faire une seconde NBA All-Rookie Team. Et est-ce que c'est grâce à lui, est-ce que c'est pas grâce à lui, ce sera à vous d'en débattre. Du coup, à faire passer OKC de ce que je disais, donc alors c'était pas 24-58, c'était 23-59, c'est pire. En tout cas, OKC du coup passe de 23-59 à 50-32, ce qui fait un sacré gap. Belle progression. Pour finalement 27 matchs, c'est plus que ce qu'ils avaient gagné l'année dernière de progression. Donc bon, Harden, il se dit mais attends, j'apporte des choses, je vais embrasser mon rôle de 6ème homme lors de ma seconde saison et je vais continuer à progresser. C'est ce qu'il fait, il rajoute 3 points à son scoring, c'est à peu près les mêmes en termes de passes décisives et de rebonds. On a un James Harden qui tourne à peu près à 3 passes décisives pour 4,5 rebonds. Et son impact par contre, lui, il prend une nouvelle dimension. Son rôle prend une nouvelle dimension. On commence à comprendre que tiens, OKC, ils ont Russell Westbrook, ils ont Kevin Durant, ils ont James Harden, ils ont Serge Ibaka, parce qu'à l'époque Serge Ibaka est un très gros prospect. Et en vrai, quand vous regardez un peu cette structure d'équipe avec James Harden qui sort du banc et que gaucher, est-ce que ça vous fait pas penser à une dynastie d'une équipe texane un peu vite fait? Ouais, je vois, avec un petit avec Argentin. Des mecs un peu forts. Ouais, un petit Argentin, ouais. un petit Français et un grand mec qui vient des îles Vierges. Ouais, c'est possible, un mec qui était dans la natation avant. Ouais, je vois. Bah oui, bien évidemment, la compa avec les Spurs se fait un peu rapidement sentir. Surtout que quand vous regardez le jeu d'Harden et le jeu de Ginobili, c'est des gauchers qui savent attirer des fautes, qui font des Eurostep. Il en faut pas plus pour que le fan américain de base se dise mais c'est les mêmes joueurs. Mais du coup, nouvelle dimension, je disais, sur cette deuxième saison, le Thunder passe encore un cap. Le Thunder arrive cette fois-ci en finale de conférence, en play-off. Et notamment grâce à la grosse défense de James Harden sur l'homme, à son jeu en fin de match, parce que James Harden est titulaire en fin de match, qui est bien plus en maîtrise que Russell Westbrook. J'adore Russell Westbrook, mais est-ce que c'est compliqué de faire plus en maîtrise que Russell Westbrook? Je ne crois pas. Oui. Et pour l'anecdote, OKC tape les Lakers de Kobe au premier tour. Et en 2011 cette même année, en 2012 du coup. Ah, ok. Puisque la première saison d'Harden c'est 2010-2011. Attends, non, pardon, oui, en 2010-2011, les Lakers se font taper par les Mavs. Ils se font sweeper par les Mavs en demi-finale. C'est en 2011 ? En 2011, les Mavs font un 4-0 contre les Lakers. Alors j'ai sauté une année, on en parlera l'année d'après, pardon, excusez-moi. Ouais. j'ai une ligne qui est pas mise au bon endroit. Je m'excuse, je suis un guignol. Oh, t'en veux pas, juste un peu. Ouais, tu peux m'en vouloir juste un peu. En tout cas, je sais que le Thunder va quand même en finale de conférence cette année-là, puisque l'année d'après, ils iront en finale NBA. L'année d'avant, ils s'arrêteront en finale de conf contre qui ça? Attends, tu m'as perdu. En 2011, du coup, ils s'arrêtent en finale de conf. Contre les Mavs. Voilà, pardon. 4-2, je crois, de mémoire. Non, c'est pas un truc comme ça. Ouais, exactement. Yes. 4-2. Et donc, direction 3ème année. Et bordel, quelle 3ème année? Quelle année? Quelle année? James Harden continue de progresser, d'élever son niveau de jeu, toujours en sortie de banc. Ils sont désormais à 16,8 points, 3,7 passes, 4 rebonds, 49, 39, 85, 58% d'efficiency rating. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est tellement exceptionnel qu'il en est même élu au Six Man of the Year. Mérité. Et franchement, il met une bonne pile à la concurrence sur cette année-là. Il est vraiment, vraiment très très chaud. Ah, tu m'étonnes. Toujours, presque toujours dans les fins de match sur le terrain. Presque tout le temps la balle en main dans ses fins de match également, bien que KD soit à la finition des actions, ce qui semble logique. Direction les playoffs. Le clutch du Thunder de cette époque-là, putain, c'est terrifiant. Et quand même James Harden et Kevin Durant en même temps sur le terrain. Oui, puis t'as Russell Westbrook qui de temps en temps peut quand même te gérer une contre-attaque. Oui. Ce qui peut être pratique, on va pas se mentir, quand le seul mec qui peut aller à 100% c'est Russell Westbrook en fin de match, ça aide.
Donc du coup, cette année-là, il rencontre les Lakers, au premier tour. Et l'anecdote que je voulais raconter, c'est que c'est l'année où Meta World Peace, souviens-toi, elle a bonne idée de mettre v'là le coup de coude en saison régulière à James Harden. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est cette année-là, quelle bonne idée de mettre un coup de coude à un mec que tu vas retrouver en playoff. Ouais, Ron Artest a toujours eu des bonnes idées. Oui, bah à l'époque il s'appelle Meta World Peace en plus, donc bon. Oui, mais voilà. C'est ça. Et petit truc que je balance aussi, c'est aussi le tour de playoff où vous avez Russell Westbrook, je sais pas si tu vois, qui met cette espèce de scoop shot en contre-attaque alors qu'il est... on lui arrache le bras quasiment à la ligne des lancers francs. Oui. Et où derrière il explose. Et derrière vous avez un cut sur Kobe. Et vraiment vous voyez, j'avais jamais fait gaffe en regardant les documentaires, j'ai remarqué ça. Effectivement vous voyez dans les autres Kobe qu'il comprend que c'est fini pour lui à ce moment-là. Hein. Il comprend que bon allez, ça y est, je suis trop vieux, la jeune génération elle va me tabasser ma gueule, c'est fini. En tout cas, playoff, comme je disais, donc le premier tour se passe bien. Le deuxième tour se passe bien aussi, on arrive en finale de conférence contre les Spurs. Ouais. Et c'est le moment où James Harden va être le plus important. Tiens-toi bien à ta chaise. Je suis tenu. Les Spurs y mènent 2-0 à la base dans les finales de conférence. Et là, James Harden va être l'artisan du comeback du Thunder. Vous allez regarder la série, c'est ce que j'ai fait, vous allez même regarder juste des bouts de match. Vous avez des flashs de ce que deviendra James Harden quelques années plus tard. Vous avez du step back à 3 points. Vous avez du playmaking, mais où en fait, juste la défense ne sait pas quoi faire parce que je peux pas lui laisser 10 cm sinon il me le met. Et si je le colle, il me trouve la place. Et en plus, il y a Kevin Durant et Russell Westbrook. Donc relou de ouf. Bah oui, elle était chiante cette équipe. Très Exactement. Exactement. Et Harden est tellement fort qu'il y a une stat qui m'impressionne. Le différentiel, on en avait parlé avec Chris Bosh, etc. Sur la série, quand Harden est sur le terrain, le Thunder a un différentiel positif de plus 64. Quand Harden est sur le banc, ils ont un différentiel de moins 25. Ah oui, l'écart est... Est-ce que c'est vous dire la taille de l'importance du bonhomme? Alors le différentiel, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut pas dire que quand il est sur le terrain, il y a plus 64 points. Oui. Si on prend le cumul des points qu'il a fait gagner en avantage sur la série, on les additionne et ça nous donne un écart, si vous voulez. Si on me demande mon avis, petit... comment dirais-je? Petit impact. Oui, bon... Voilà, c'est un impact qui est plus petit qu'une pièce de 2€ finalement, tu vois. Ouais, je suis pas sûr qu'Olivier te le répare. Quoi qu'il en soit, du coup, quand tu gagnes les finales de conférence, tu vas en finale NBA, je crois. Hein. C'est bien, Baptiste, tu connais vachement bien le basketball et la NBA. Yes. Ma couverture n'est pas grillée. Non. Et avant de commencer de parler des finals, je voudrais noter un petit truc. Comme je l'ai dit, à chaque fois, Harden, certes, finit les matchs, mais ne commence jamais titulaire. Et à quel point ça se ressent? Sur les 3 saisons, il a joué 7 matchs titulaires en saison régulière et absolument 0 en play-off. Donc tout l'impact que je vous dis là, c'est un mec qui ne démarre jamais les matchs. Alors certes, James rentre souvent, c'est le premier remplaçant, il rentre souvent aux alentours de entre 9 et 7 minutes à peu près, dans le premier quart-temps. Ouais. Mais quand même, c'est de l'impact. Oui, puis au final, il a quand même un temps de jeu équivalent à un titulaire, quoi. Quasiment. Je crois que... Alors attends, je vais te dire, tu sais quoi, ça tombe bien, je me suis gardé les stats pour pouvoir te dire ça. Oh, qu'est-ce qu'il travaille bien, celui-là. Oh oui, en 2011-2012, Harden, en play-off, il joue 31 minutes par match. Sur 48, ouais, c'est... Ouais, à peu près le même temps de jeu qu'il a en saison régulière. Ok. Donc c'est pas mal, sur 48 ça fait quand même un bon temps de jeu, mais c'est un temps de jeu de gros 6e homme, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est un 5e homme et demi en fait. Exactement, ouais. C'est ton 5,5. Quoi qu'il en soit, finale contre le Miami Heat. Et la marche, elle est trop haute. Franchement, alors ils arrivent à surprendre le Heat au premier match, mais derrière, le rouleau compresseur qu'ils prennent dans la gueule. En même temps, derrière, LeBron James, il dit attends une fois, mais pas deux. Hein. La marche a été trop haute, mais pour n'importe quelle autre équipe de la ligue, en même temps, tu me diras, cette année-là. Ouais, cette année-là, c'était trop haut pour beaucoup de monde, effectivement. Hein. Le Heat venait d'envoyer 27 victoires de suite. Non, c'est la saison d'après qu'ils envoient 27 victoires de suite, je dis des bêtises. Mais le Heat était énervé. Et en vrai, James, il joue pas bien en finale NBA. Offensivement, c'est dur.
Défensivement, quand il est sur le terrain, il se retrouve à manger Dwayne Wade. Ce qui n'est pas Relou de ouf. simple. Parce qu'il est disons relou que de ouf. son surnom c'est Flash. Ça veut Ouais, dire quelque chose. Pareil, Quoi. Dwayne Wade, il était légèrement énervé. Hein. Oui, aussi. Il l'avait aussi un peu en travers de la gorge encore de s'être pris un Allemand l'année d'avant, quoi. C'est ça, donc bon, bah, c'est trop dur, c'est trop vert le Thunder au global. Et il y a une image à la fin où vous avez Harden qui est entre Russ et KD. Et moi je trouve sur cette image, alors c'est le moment où le Heat est à quelques minutes, quelques secondes d'être champion NBA. Et vous avez vraiment Harden qui tient les deux. Et moi je trouve qu'à ce moment-là, on sent que le cœur de cette équipe, et peut-être même les couilles de cette équipe, c'est lui. Genre vraiment, il est au milieu des deux. Et c'est le seul qui a l'air prêt dans sa tête à se dire allez, on y retourne. Les gars, c'est que le début, c'est pas grave. On a perdu une fois, mais on va massacrer tout le monde. Ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Ouais, et puis ça faisait, voilà. ça faisait que 3 ans qu'ils jouent ensemble. Ils étaient tous ultra jeunes à cette époque-là. Tout le monde avait peur du ça, Thunder et se disait ça va être eux la prochaine dynastie des années 2010, quoi. Bien évidemment, KD il a 6 saisons NBA, Russ il en a 5. Et Harden il en a 3. Donc ouais, c'était encore, ils étaient tout jeunes, quoi. Putain. Ah bah oui, merde. Ça fait un peu peur quand t'es déjà en finale à cet âge-là. Bah ouais. Genre, littéralement, comparaison actuelle, vous avez... Je pense que tu cherches une équipe jeune de cette année. Je cherche une équipe qui a drafté récemment où le franchise aurait 6 ans de NBA. Les Pacers. À Liberton, ouais, ça fait pas très longtemps qu'ils sont en NBA. Ouais, voilà, les Pacers. Vous avez les Pacers qui vont en finale de NBA cette année. Et vous vous dites, bordel. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Malgré tout, en vrai, Harden sera quand même vachement critiqué par les médias à l'époque. Ce sera un peu lui, la bête noire de cette défaite du Thunder. On va lui remettre beaucoup de choses sur le dos. Ce sera le bouc émissaire. Exactement, le scapegoat pour nos amis outre-Atlantique. Ou outre-Manche aussi, ça marche très bien. Oui. Mais en vrai, encore une fois, les médias... cherche un bouc émissaire, trouve un bouc émissaire, c'est absolument pas légitime parce que qu'est-ce que vous allez vous chier sur un mec qui a 3 ans de NBA, merde. Genre, qui est pas titulaire, il s'agirait d'arrêter d'être... Oui, voilà, il s'agirait d'arrêter d'être demeuré 2 minutes. Mais du coup, voilà comment ça se présente à cet été 2012. Le Thunder a certes de très beaux flashs pour l'avenir, mais on a un peu chié sur Harden, on se pose 2-3 questions sur lui en playoff. Et surtout, c'est la première année où le Thunder peut proposer une extension de contrat à James Harden. En effet, le Thunder a déjà prolongé Durant, a déjà prolongé Ibaka, a déjà prolongé Russell Westbrook. Quoi de plus naturel que de prolonger James Harden, vous allez me dire? Oui. Oui, mais petit hic, les proprios du Thunder sont des énormes rats. Mais des rats, vous avez jamais vu ça? T'es mal à la taille du rat. Ah mais vraiment, vous allez voir l'organigramme des gens qui possèdent le Thunder, vous avez des gens qui vont de peser des centaines de millions de dollars à des gens qui sont milliardaires. Et le problème, c'est que si on donne son max à James Harden, on se retrouve dans la luxury tax et on va payer 15 millions en plus. Vous vous rendez compte, pour un milliardaire, 15 millions? Ah bah c'était une somme. Alors que tu peux gagner des titres. Alors je suis désolé, 15 millions, pas des titres NBA. Alors certainement pas, hein. Certainement pas. Sam, oui, bah tu me trades tout ça, tac, tu m'envoies ça quoi? OKC, il m'envoie quoi? Jeremy Lamb et Kenyon Martin Jr. plus 3 tours de draft qui deviendront Steven Adams, Mitch McGary, Alex Abrines. C'est parti. Ça dégage là, aux Rockets. Allez, tu vas prendre tes 60 millions à l'heure. Bref, vous l'avez compris avec ce... Un peu orienté. Si je peux me permettre. Oui, légèrement. Légèrement, je ne comprendrai jamais ce move. Certes, à l'époque, Jeremy Lamb était un arrière pareil qui a du potentiel, mais pas le potentiel de James Harden, quoi, surtout ça aussi. Hein. Mais c'est ça, mais moi, c'est encore, tu vois, le potentiel de James Harden, soit. Le mec, ça fait 3 saisons qu'on est en NBA, il a joué tous les matchs, il est 6ème homme, il est parfait dans ton rôle. Tu peux t'imaginer de dire je le garde en 6ème homme ou je le rentre dans mon 5. Non, on vient d'aller en finale. Non. Non. En fait, j'ai oublié de dire ça aussi, mais le Thunder aussi avait encore 1 an de dispo avec Harden. Genre le Thunder aurait pu se dire, bon bah on reroule 1 an et on voit l'année prochaine. S'il est vraiment bon, peut-être on s'occupe, je sais pas, pour dégager par exemple le contrat de Kendrick Perkins qui te faisait énormément chier. Et tu as privilégié en vérité Kendrick Perkins à James Harden.
Oh là là, Kendrick Perkins. Oui, c'est orienté, mais je comprends pas cette décision. Oui, mais en même temps, préférer Kendrick Perkins à James Harden, au bout d'un moment, t'es forcément obligé d'orienter un minimum. Je veux bien, c'est la NBA des années 2010, ça joue pas pareil, il faut 2 intérieurs, etc. Oui, mais Qu'est-ce que tu m'as fait? s'il faut 2 intérieurs, quitte à choisir, je préfère en avoir qu'un et ne pas avoir Kendrick Perkins. Oui, c'est ça, on est Même d'accord. si on est au début des années 2010. Mais du coup, James Harden fait ses valises. Honnêtement, il raconte qu'en fait, le Thunder lui fait une offre, lui propose 55 millions. Et en fait, littéralement, Sam Presti l'appelle en lui disant « T'as 1 heure pour me donner ta réponse parce que j'ai un trade de dispo. » Ok. Donc il dit bah non. En fait, il explique que c'est la décision la plus dure à prendre de sa vie parce qu'on lui laisse pas le temps. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, on lui laisse pas le temps et il dit bah tant pis, je pars à Houston, je vais essayer de devenir un franchise player là-bas. Et on verra, je mise sur moi, ce que font beaucoup d'athlètes, ils décident de miser sur lui, de dire mais non, genre c'est... En vrai, c'est fou, mais vraiment, je pense qu'il se dit aussi, mais vous êtes en train de faire les rats pour 4,5 millions de dollars. Je pense qu'il a pas idée que ça coûte 15 millions de dollars, mais même pour 15 millions de dollars, il y a des milliardaires au-dessus. Bref, direction OKC, les Rockets, pardon. Oui. Premier match avec les Rockets, et avant ces matchs, on se pose quand même des petites questions. On se demande si... Est-ce qu'il est au niveau, James? Est-ce qu'il va être capable d'être franchise player? Est-ce que t'es capable de me citer un petit peu la gueule du 5 cette année-là? Alors, c'est... Non, il n'y a pas Lynn, Howard, tout ça. Alors, il y a Jeremy Lin. En fait, j'ai dit, tu me donnes donne-moi 5 joueurs. Est-ce que t'es capable de me citer 5 joueurs de cette époque-là? Est-ce que Dwight Howard est là? Dwight Howard n'est pas encore là. Dwight Howard n'est Mais il y pas a encore effectivement là. Jeremy Lin. Est-ce que... Oh putain, la vache! Attends, le Rockets de 2013? Ouais. Alors, ils sont coachés par Kevin McHale à l'époque, voilà, je balance ça. Ah oui. Ils seront coachés Monte par Kevin Jonas McHale pendant est déjà là ou pas? Oui, Donatas Moterunas est là, mais ne joue pas à l'époque. Ok. Est-ce que... Il y a... Attends, il y avait qui? Il y a un mec qui a signé un contrat dans un strip club. Wow. J'ai pas cette info. Tu connais pas cette anecdote? Non. Alors du coup je la raconte, je te grille un joueur. Il y a Chandler Parsons. Ah mais oui! Mais si, je la Quand connais, il va cette signer aux anecdote. Mavs juste après son époque Rockets, il signera le contrat dans un strip club avec Mark Cuban. Mais oui, c'est... Ah putain, mais oui. Mais moi je pensais pas à un contrat NBA, tu me dis il signe dans un strip club, c'est genre il bosse en tant que stripper, genre Magic Mike, tu vois. Non, pardon. Mais Allez, oui, on va... Chandler Parsons. Oh, les souvenirs. Ouais. Kyle Lowry était encore là ou pas? Pardon? Kyle Lowry était encore là ou pas? Kyle Lowry n'est plus là, il est parti. Ah, ok. Il y a un pivot turc. Ah, oui. Omer Ashik. Oui. Exactement. Il y a un meneur bulldog gros défenseur qui porte le numéro 2. Ah, pas de Bev. Exactement. Il y a le Most Improved Player 2009-2010 qui joue aux Kings à l'époque. Most Improved Player 2010 qui joue aux Ouais. Kings. Hein? Et qui au Rockets en vrai qui portait le numéro 0 et a fait pas mal de taf en meneur de jeu titulaire à côté d'Arden. Aaron Brooks? Exactement. Il a été MIP lui? Putain. Et ouais, il est MIP 2009-2010, j'ai appris ça. Et vous avez du coup, je vais dire en vrac, vous avez donc aussi... alors attendez. Pris la mauvaise année, mais c'est pas grave, je sais que les joueurs ils sont quand même. Vous avez Carlos Defino qui est là. Ok. Vous avez Marcus Morris qui est là. Ok. Vous avez Patrick Patterson. Thomas Robinson. Pat. J'en passe et des meilleurs. Ok. Magnifique. Belle équipe. Voilà un petit peu pour la gueule de l'équipe. Donc James arrive là-dedans. Premier match, masterclass. Et flash de ce qu'il va devenir. 37 points, 12 passes décisives, à 64% d'efficacité. Petite feuille. Autant vous dire que c'est. Petite feuille. Deuxième match, 45 points. 82 points en 2 matchs, plus gros total pour un joueur sur ses 2 premiers matchs avec une nouvelle franchise. Pas mal. 82 points. Ça en pose. 2 matchs. Ça pose un petit peu, non? Ouais, on peut parler d'adaptation réussite. On peut parler d'adaptation réussie, et honnêtement, ça va se transcrire sur tout le reste de la saison. James va finir la saison à 26 points de moyenne, avec 6 passes décisives, 5 rebonds, 2 interceptions quasiment par match, 50% d'efficiency field goal percentage. Donc franchement, c'est pas dégueulasse. Cette saison, il devient aussi... Ah oui, très très belle saison, et on peut dire qu'il assume le rôle ou pas? On peut le dire, c'est des mots qu'on peut utiliser. On peut le dire qu'il assume le rôle. Ouais, il devient All-Star cette saison-là pour la première fois du coup de sa carrière, James. En même temps, quand tu tournes à 26 points par match, bah voilà. Oui, au bout d'un moment. C'est ça. Je tiens à préciser que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas élu MIP. Parce que si vous Parce faites que la c'est pas le comparaison, genre, le je mec pense, rajoute 9 points
Hein? Ouais, bah je veux bien que c'est... il rajoute 9 points littéralement, James Harden, entre ces 2 saisons. C'est Paul George en 2012-2013 le MVP? Il me semble. Ah, je croyais que c'était l'année d'après Paul George. De Oui, t'as mémoire. raison en fait. Je check ça vite fait. Attendez. Je check, je suis dessus. Ok. Paul George, Basketball Reference. Pour moi, Hop. c'est 2013 qu'il l'est, parce que c'est l'année Alors. où les Pacers vont en finale de conf et tout, là. Oui, tu as raison, il est bien Most Improved Player en 2012-2013. Yes. Et alors, à comparaison, Paul George passe de 12 à 17 points. Ok. Je maintiens que j'aurais mis Harden. Hein. Ouais. Franchement, Ça se tient aussi. le frérot est quand même monté à 26 points de moyenne, c'est un peu vénère. Ouais. Puis All-Star. et tout. Passons, reprenons. Mm. Je vais vous raconter une petite anecdote. Sachez que cette année-là, mon paternel était aux États-Unis à Miami pour son travail. Il a été voir un match des Heatles. Alors oui, cet enfoiré a vu jouer les Heatles et moi j'ai jamais vu jouer les Heatles. Et ce match était contre les Rockets. Mm. Et je me souviens de mon oreille qui fait: il y avait un barbu aux Rockets. Voilà. Il y avait un barbu. Il y avait un barbu aux Rockets, c'est le seul commentaire qu'il a fait. Pas d'analyse basket, hein. En même temps, il connaît rien, mais mais voilà. Mais je dis, il y avait un barbu aux Rockets, j'ai dit bah oui, c'est James Harden, il fait ah bah il est fort. Ouais. Fin connaisseur du basket, ton daron. Hein. Fin connaisseur de basket. Mm. De la même manière que quand il est arrivé à OKC, on est passé d'une équipe qui n'était pas en playoff à une équipe qui est en playoff. C'est le cas aussi aux Rockets, puisqu'il fait passer l'équipe d'un bilan de 34-32 en 2011-2012, c'était l'année du lockout, c'est pour ça qu'il y a moins de matchs que 82, Mm. à un bilan de 45-37. Oh. Ce qui n'est franchement pas dégueulasse. Bah, Hein, franchement, surtout dans l'ouest de James. cette époque-là, en plus, hein, qui était déjà une Oh, sacrée jungle. oui. Hein. Exactement. En vrai, c'est ce qui fait que James est capable d'augmenter le nombre de victoires comme ça, c'est... Alors, le fait qu'en attaque, ce soit un joueur exceptionnel, mais aussi le fait qu'il attire beaucoup de fautes. C'est un joueur qui a toujours attiré beaucoup de fautes. Mm. Et mine de rien, attirer des fautes, ça fait gagner des matchs. Même si ça fait rager beaucoup de gens, Oui. ça fait gagner des matchs. Mm. Donc, les Rockets, direction les playoffs. Tiens, qui est-ce qu'on trouve au premier tour? OKC. Tiens. Eh oui. Tiens, qui voit l'âge? C'est compliqué contre OKC. Hein. En même temps, l'armada d'OKC à l'époque est bien plus complète. OKC va gagner 4-2 après avoir mené 3-0. C'est-à-dire qu'Harden va essayer de faire un retour, mais ça va être très compliqué pour lui. En vrai, c'est ses premiers playoffs en tant que leader. Est-ce qu'on peut vraiment lui tomber dessus? Je ne pense pas. Ce serait sévère. Mais c'est Ce comme serait sévère, finalement lui tomber dessus, genre après, imagine, hein, hypothèse, lui tomber dessus après ses premières finales perdues contre l'une des meilleures équipes de tous les temps, tu vois, alors qu'il avait que genre 23 ans, 24 ans, un truc Exactement. C'est finalement, c'est un peu un move de gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de son nez. comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Harden, pendant ses playoffs, en vrai, il tourne quand même à 26 points, 4,5 passes, 6,7 rebonds, mais moins de 40% au tir et 45% d'efficiency field goal, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf, c'est dur. Il manque une grosse pièce, en vrai, à Houston. Ouais. Parce que là, tu viens de comprendre que t'as quand même un frérot qui est un peu chaud. Mm. Tu te souviens de ce petit trade dans laquelle l'équipe que tu supportes a été un... Oh oui. Merde, comment dire? A été Attends. partenaire? Ouais, bah ouais, t'es impliqué, ouais. Ouais, C'est, impliqué, voilà, c'était le mot que je cherchais, ouais. merci. C'est le trade qui envoie du coup Dwight Howard du côté de Exactement. Houston. Contre, j'ai aucune Et idée de la contrepartie. Je t'avoue. Jérémy Lin, je crois que vous récupérez Ah, mais oui, c'est Jérémy vrai, Lin. Lin et vous récupérez des tours de draft, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas le package complet, mais je sais qu'il y a Jérémy Lin en tout cas. Ok. Donc, Mr. Dwight Howard arrive. Alors certes, c'est plus le Dwight Howard du Magic, hein, mais Mais ça c'est reste un toujours Dwight joueur, Howard sérieux, quoi. Bon, ça reste un pivot qui fait le travail, Oui. dirons-nous. La première année, franchement, c'est pas tout mal. En tout cas pour James, ça reste dans les standards de ce qu'il avait posé l'année précédente. C'est encore un peu plus efficace, comme s'il en manquait déjà d'efficacité. Dwight, ça va, mais on sent que le jeu des Rockets, le jeu qu'imprègne Harden, ça va pas trop à Dwight. Harden joue un jeu très up-tempo et Dwight est un pivot encore un peu demi-terrain. Mais bon, ça va encore, ça se trouve bien sur pick and roll, ça s'envoie des lobes. C'est encore cool. Ça fait une bonne saison, hein, les Rockets, en 2013-2014, puisque ça va obtenir un bilan de 54 victoires pour 28 défaites. Propre, de ouf. Donc c'est plutôt chouette, hein, on va pas se mentir.
petit effectif, donc on retrouve des mecs que j'avais dit l'année dernière, qu'on avait l'année d'avant, donc Patrick Beverley, Aaron Brook, encore Omer Assi qui est là, on a Omri Caspi qui pointe le bout de son nez. Voilà, toujours des gens qui font plaisir. J'ai dit n'importe quoi, Jérémy n'est pas du tout envoyé contre Dwight Howard, puisque je le vois dans l'effectif. Et vous avez Chandler Parsons aussi qui est là toujours. C'est vrai que je vous le dis, mais il y a Chandler Parsons dans cet effectif. Qui s'est pas encore blessé. Non, pas encore. 2014, du coup, on arrive en play-off, parce que forcément, quand vous avez un bon bilan, vous êtes en play-off. Ça se tient. James Harden est de nouveau All-Star, hein, comme... d'ailleurs, non, pas comme Dwight Howard, si, Dwight Howard est All-Star cette année-là. Et vous avez aussi James Harden qui va être élu All-NBA First Team pour la première fois. Non, pardon, All-NBA Second Team, et Howard est élu All-NBA Third Team. Je ne sais définitivement pas lire. Excusez-moi. On arrive donc en play-off, et c'est une série contre les Portland Trail Blazers. La fameuse. El famoso série contre Portland. Une série en 6. Alors honnêtement, c'est globalement un peu serré, ça va gagner chez l'un, ça va gagner chez l'autre, ça revient et tout. Match 6. Il reste 0,9 secondes. Exactement, les Blazers mènent 3-2. Il reste 0,9 secondes. Petit système dessiné, je crois que c'est Aristote, non pas c'est Aristote, c'est comment il s'appelle à cette époque-là, il me semble en tout cas que c'est déjà Aristote. C'est Aristote, alors le coach de Portland à cette époque-là, qui s'emmerde, hein, qui dessine un système. Nicolas Batum fait la remise en jeu. Et vous avez Damian Lillard qui entend Chandler Parsons en train de s'embrouiller avec Patrick Beverley, de dire est-ce qu'on change pas, qu'est-ce qu'on fait les gars en fait. Lillard il lui en faut peu, hein, il dit ah ouais, je savais pas ce que vous allez faire, je vais taper le démarrage de ma vie, je vais récupérer le ballon dans le corner à 45 à l'opposé, tir, ficelle, allez, au revoir. Ça dégage au premier tour. Système qui je crois a été dessiné genre pour Aldridge de base ou un truc comme ça. Exactement, et Batum, vraiment le plus drôle c'est je crois l'anecdote Batum qui raconte que je vois Damien arriver qui me demande le ballon, il y a personne, je lui donne. Ah oui, c'est tellement logique en même temps. Eh oui. Mais du coup, première année dure. C'est pas grave, on va se rattraper l'année d'après. Oui. Franchement, encore un bon bilan en 2014-2015. 56-26. On est sur une très bonne une très bonne équipe de la conférence Ouest encore. Bah oui, hein, ça... on a rajouté des petits joueurs qui font plaisir. On a notamment drafté Clint Capella. Ah oui. Qui a doucement et sûrement commencé à se développer. On a Moti Rounas qui commence à faire ses premiers pas NBA. On a Papa Nicolaou aussi qui est là. Oh oui, le grec, Kostas Papa Nicolaou. Exactement, on a Josh Smith, Jason Terry. Trevor Ariza, parce qu'en fait à cet été-là, il faut savoir qu'on aurait bien aimé signer Chris Bosh ou Carmelo Anthony à Houston, mais les deux ont dit non. Du coup, on a plutôt été signé Trevor Ariza, on a aussi signé Corey Brewer. Ah ouais, putain, on a une équipe franchement qui est un peu stuffée. Bah ouais. Ouais, on a une équipe qui est un peu stuffée. 2015, premier tour, ça se passe très bien. De mémoire, je me le suis pas noté, mais de mémoire, ils sortent 2015-2015, j'ai un doute. Aucun souvenir, je t'avoue que je pourrais pas t'aider. Parce que autant je me souviens des demi et des finales, mais autant je me souviens pas. Donc demi-finale, c'est parti. Demi-finale, on arrive pour les Rockets contre les Clippers qui viennent d'éliminer le champion en titre, les Spurs. Et là tout le monde se dit putain, relou pour Houston, ça, ils vont encore se faire taper par les Clippers qui sont en pleine bourre. Les Clippers tapent Houston le premier match sans Chris Paul, tapent les Houston sans Chris Paul le deuxième match. Houston gagne le troisième, mais ils perdent le quatrième. Ils sont menés 3-1, c'est fini, personne n'est jamais revenu d'un 3-1. Bah non. Personne. Et surtout pas contre les Clippers qui sont vraiment ultra dominants à cette époque-là, avec Chris Paul, Doc Rivers, enfin qu'est-ce qui peut leur arriver quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont perdu le match 5, c'est pas grave, ça arrive, ils ont encore 2 matchs. Match 6, ils mènent de 20 points, tout va bien. Bah oui, c'est fini. Quoi ? Ils prennent 14 points dans le 4e quart-temps de Josh Smith. Bah, c'est un coup de chaud, enfin voilà, ça arrive. 3-3, ils vont se rattraper au match 7. Oui, c'est à domicile en plus, enfin voilà. Quoi ? Ils mènent encore de 20 points au milieu du 3e quart, les Clippers. Bah voilà, ça y est, tu vois, c'est plié, on plie les goals, on rentre à la maison, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Encore un coup de chaud de Trevor Ariza, Corey Brewer et Josh Smith. Ça fait beaucoup. Sachez que j'étais absolument fan des Clippers à l'époque, je n'avais eu des boules de cette série. Ce miel. J'en pouvais plus.
Oh là Mais là. bon, résultat des comptes, les Rockets partent en finale de conférence. Ils partent jouer les Golden State Warriors. Les Golden State Warriors de 2015-2016, les finalement de 2014-2015 pardon, les Golden State Warriors qui commencent à peser mais qui sont encore jeunes. verts, ils ont encore rien gagné. Tout est faisable. Premier match, le match est serré. Je crois que de mémoire, qu'il y a genre quelque chose comme 99-98 pour Golden State. 4 secondes à jouer. Ballon dans les mains de James Harden. Perte de balle. Ouais. Perte de balle. Il leur restait un temps mort. C'est pas grave. Ça arrive. Première finale de conf, on a fait un exploit, on est fatigué. On va construire dessus. On va construire dessus, on est d'accord. On construit dessus, bien sûr. Les bases sont solides. Les bases sont solides. On s'attend donc à une bonne saison en 2015-2016. Bah, naturellement. 41-41 le bilan à la fin de l'année 2015-2016. C'est littéralement moyen, en fait. C'est littéralement le 8ème de conférence. Voilà, genre Alors que James Harden tourne à 27,4 points, monte à 7 passes décisives par match. En fait, ce qui va surtout provoquer cette chute, on va dire, c'est que entre Dwight Howard et James Harden, c'est fini. Ouais. Ça y est, les deux ne peuvent plus se blairer. James Harden a qu'une envie, c'est de jouer à 200%, alors que, bon, en vérité, les Rockets sont déjà deuxième pace de la NBA à l'époque. Mais il veut jouer encore plus vite parce que pourquoi pas. Et parce que Mike D'Antoni surtout déjà, non ou pas? Il est déjà là, D'Antoni? Non, pas encore. Là, c'est encore Kevin McHale. Ah ouais. Voilà. C'est encore Kevin McHale pour 7 matchs. Puisqu'au bout de 7 matchs, les Rockets font « Kevin, t'es gentil, mais en fait, James, il dit que tu lui demandes rien. Donc il en a ras le cul de toi. Nous, on en a, il dit « Moi, j'en peux plus, de ta gueule. Donc tu dégages. On va faire l'année avec un coach intérimaire. » Ils font l'année avec un coach intérimaire. En vrai, on en rigole, mais c'est vraiment une année compliquée pour les Houston Rockets. Houston Rockets qui avait acquéri à l'époque Montrezl Harrell à la draft. Ah oui, je t'aurais ce joueur. Mais qui avait aussi acquéri Ty Lawson. En se disant Ty Lawson, t'as un joueur qui tournait à 15 points avec les Nuggets à l'époque. Oui. Il va nous aider, Ty Lawson. Bah, bien sûr. En plus, c'est pas bien du sûr, tout le il genre. Il est coupé à la mi-février. Ouais. C'est pas du tout le genre à être porté sur la bouteille en plus, quoi. Non, ni sur la weed, ni sur les street clubs. Bah, il devait bien s'entendre avec James Harden, du coup. Ouais, effectivement. Il y a aussi, d'ailleurs, c'est la draft de Sam Dekker cette année-là. Oh. Pour ceux qui n'ont pas suivi la NBA à cette époque-là, il y avait un highlight de Sam Dekker, c'est quand il se cassait la gueule en contre-attaque. Tout seul, hein, tout seul. Vraiment, ah oui, vraiment tout seul. Il y a vraiment personne à 3 km à la ronde. Il glisse et le ballon vraiment sol, tête. Voilà. Magnifique. Magnifique. Il y avait aussi Chuck Hayes, l'homme qui a tiré les lancers francs les plus bizarres de l'histoire de la NBA dans cet effectif. Oui, putain. Oh, cette équipe. Oh mon dieu. Ah, une belle équipe. Franchement, c'était vraiment les Rockets. Cette année-là, c'était vraiment pas fou, les Rockets. Ah non. Genre, James Harden était bon, mais c'était le seul qui faisait kiffer. Ouais. Quoi qu'il en soit, l'année est pas terrible. Premier tour, comme ils sont 8ème, qui est-ce qui mange? Les Golden State Warriors. Et les Golden State Warriors qui viennent de faire 73-9. Eh oui, ils sont un peu en forme. Oh bah légèrement, et puis James il commence à avoir légèrement les boules de voir que Russell Westbrook il fait des stats, que voir que Stephen Curry il fait des stats et que lui il pue la merde. En vrai, je dis ça comme si James n'avait rien à se reprocher. En playoff, il est pas fou. Hein. En playoff, sur ce premier tour, le match 4, il envoie 14 points à 18% au tir. Ah bah écoute, les lumières étaient un peu trop brillantes. Ah ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'est le... Mais on va en parler après. James Harden est un joueur qui a besoin de se sentir en confiance. Et j'en parlerai plus tard. J'ai trouvé un bel argument pour expliquer ça. Je pense qu'il n'était clairement pas en confiance, qu'il ne se sentait pas en confiance avec ses coéquipiers et qu'il avait besoin de changement. Les Rockets le savent bien, Daryl Morey le sait bien. Daryl Morey se dit putain mais j'adore les analytics, si je poussais encore plus mon délire. Si j'allais chercher Mike D'Antoni qui a grave envie d'une bague. Bah, ça se tient. En vrai, ça se tient, hein. Et putain, comment ça va se tenir en vrai en 2016-2017? Ça va très très bien se tenir, ouais. Saison légendaire des Rockets, putain. Alors, 2016-2017, c'est pas la saison légendaire. Oui, c'est celle d'après, c'est 17-18 qui est... Exactement. Ouais. 2016-2017, à l'intersaison, les Rockets vont signer Eric Gordon.
Donc c'est plutôt cool, t'as Eric Gordon en 6ème homme, ils vont signer aussi Néné depuis Washington, qui était à Néné Washington Hilario. avant. Néné Hilario, l'homme avec qui personne ne veut se battre apparemment en NBA parce qu'il défonce tout le monde en jiu-jitsu brésilien. Il est Encore un brésilien en pote de même Jalen temps, le Johnson. mec. Donc, Oui, c'est vrai. Il y a Lou Williams aussi à l'époque en sortie de banc dans cette équipe. Et franchement, ils font une vraie bonne saison. Dwight Howard, salut mon pote. Salut mon pote. Bah d'ailleurs, il est, je crois, dans le trade, il me semble, qui amène Néné. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est possible. Vous avez aussi Ryan Anderson qui arrive dans cet effectif-là. Mhm. Et vous avez une équipe de Houston qui commence à avoir les prémices de se dire mais en fait on peut vraiment jouer que à 3 points. Et ça plaît beaucoup à James qui réalise alors sa meilleure saison en carrière à l'époque, puisqu'il va tranquillette nous envoyer 29 points, 11 passes décisives puisqu'il est devenu meneur de jeu direct, 8 rebonds à tranquillement 52,5% d'efficiency rating, ce qui est plutôt très très correct. Plus que correct, oui. Oh oui. On est sur une feuille de stats de niveau MVP là, globalement. Oh bah légèrement. Alors certes, certains me diront oui, il tourne qu'à 44% global au tir. Certes. Certes, mais en vrai, 27 il est quand points même donc. efficient. Ouais, puis il prend quasiment 13 points par match quoi. Genre Oui, voilà. c'est légèrement vénère. Mm. Mais du coup, James Harden n'est pas MVP en 2016-2017. Puisque vous avez monsieur Russell Westbrook qui tourne en triple-double. C'est pas grave, James est deuxième, c'est cool, mais il est pas MVP. On retourne du coup forcément en playoff en 2016-2017. 2016-2017, premier tour, il tape le Jazz de Donovan Mitchell qui vient d'éclore. Ça va, c'est tranquille, ça se passe bien. Demi-finale, on joue les Spurs. Enfin, il joue les Spurs. Et oui, il joue les Spurs. Alors à l'époque, les Spurs, quelle équipe aussi ça. Parce qu'il faut savoir du coup qu'ils finissent 3ème de la conférence Ouest. D'ailleurs, si j'ai pas dit cette année-là, alors qu'ils font 55 victoires, les Rockets. Puisque vous avez du coup les Warriors qui sont avec Kevin Durant et qui sont monstrueux. Genre, je crois qu'ils ils doivent envoyer 67 victoires cette saison-là, quasiment les Warriors. Oui, ils étaient pas en forme quoi, c'était une petite saison. Petite saison, et puis à côté de ça, vous avez les Spurs du coup de Kawhi qui se dit mais en fait tiens, si je jouais comme un MVP, ça pourrait être vachement fun. Ouais. Qui envoie un bilan, les Spurs à domicile de 40 victoires pour une seule défaite. Oui. Et qui envoie 59 victoires au total, donc autant dire que ça casse quand même des gueules. Oui. Légèrement. Légèrement, ouais. Légèrement. Du coup, demi-finale entre le 2ème et le 3ème, grosse affiche en projection. James c'est pas bon en vrai sur la série. Non, il est pas terrible. James, il est pas terrible. Il fait un peu esselé. En fait, il est tellement dominant dans le jeu que si vous le supprimez, en fait, James est tellement fort qu'il crée énormément de possibilités de 3 points dans les corners. Mais contenez James Harden, vous contenez tout le jeu finalement. Éteignez le système et vous éteignez le joueur et vous éteignez le système. Exactement, merci Baptiste. Avec grand plaisir. J'adore le plaisir. Et du coup, c'est compliqué. Pinacle de cette série très compliquée contre les Spurs, le contre de Ginobili sur Harden au match 6 ou 7. Pour moi, c'est le match 7. Pour moi, c'est le match 7 et Harden prend ce qui peut être le tir de la victoire et Ginobili le contre par derrière. Alors ça, j'ai tellement hurlé devant ça. Moi je sais que je me souviens que j'étais là, les Spurs tant mieux, ils vont en finale de conférence, ils vont peut-être réussir à taper les Warriors. Parce que comme je disais, j'étais pas un très grand fan de Harden et des Rockets, et de voir Ginobili faire ça. En plus les Spurs, c'est pas mon équipe préférée, mais je kiffais cette équipe. C'est d'ailleurs la série où Tony Parker se fait sa rupture du tendon du quadriceps. Ouais, je me souviens. Malheureusement. Mais du coup, comment encore trop court pour nos amis des Houston Rockets. Il faut de l'aide. Oui. Il faut de l'aide pour James. Il faut de l'aide. Oui. Il y a un mec qui est pas content aux Clippers qui voudrait se barrer qui s'appelle Chris Paul. Tu penses que c'est une bonne idée si on le ramène ou pas? Si tu veux perdre en finale de conférence, ouais. Ouais, vas-y, on va voir ce que ça vaut, non? Allez, on envoie Lou Williams, Montrezl, des tours de draft à pas savoir quoi en finir. Et on permet à James d'avoir Chris Paul à côté de lui. Ouais, c'est bien comme ça parce qu'on envoie je sais pas combien de tours de draft, donc on mise sur l'avenir en draftant Chris Paul.
Non, en draftant, en transférant pour Chris Paul. Bon move, Daryl. Bon move. Ça va, ils lui ont pas encore mis d'extension. Oui, clin d'œil. oui. D'ailleurs, faut savoir aussi que les Rockets récupèrent Lukemba Amute dans ce trade. D'accord. Bah, Voilà. c'est top. C'est top. Effectif des j'adore Lukemba Amute, c'est pour ça. Effectif des Rockets pour cette saison 2017-2018 qui s'annonce grandiose. En vrai, un effectif qui sur le papier casse des gueules. Ah oui. Chris Paul, James Harden, Lukemba du Abouté. coup Lukemba Amute, PG Tucker, Clint Capella, Nene Hilario, Gerald Green. Joe Johnson, Gerald Green, Trevor Ariza qui est toujours là, Ryan Anderson. Ah ouais, putain, Ryan Anderson. Oh. Franchement, vous avez même Isaiah Canaan qui est un bon joueur de NBA pour ceux qui connaissent. Franchement, de quoi faire une saison plutôt intéressante, je pense. Elle fait peur un peu. Sur le papier, en tout cas, cette équipe fait peur. Ouais, et puis là, ça fait 2 ans, Mike D'Antoni, il est là. Bon, attends. Là, j'ai des joueurs, je leur ai bien fait comprendre que, en fait, moi, j'avais vraiment envie de jouer très très vite et massivement par le 3 points. Je pense que ça va bien marcher et je pense qu'on va envoyer 65 victoires pour 17 défaites et finir premier de la conférence. Et bah, il a bien pensé, l'ami Mike. Hein. Ah, bah, il a bien pensé et puis il s'est dit, tiens, en même temps, je pense que... Ouais, James, ouais. Est-ce que tu serais pas chaud de m'envoyer un petit 30 points, 8 passes décisives, 5 rebonds, le tout à 54% d'efficiency field goal, et de prendre le titre de MVP au passage là, ça fait 2 ans que t'es deuxième. T'aurais-tu pas envie de le prendre? Allez, donne-moi 3 lettres là, vite. Allez, MVP du coup en 2017-2018 pour Monsieur James Harden, la saison la plus aboutie individuellement de James Harden et collectivement aussi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, puisque bon, alors ça va commencer contre les Minnesota Timberwolves, cette affaire en playoff. Les Minnesota Timberwolves à l'époque de Jimmy Butler. Ça va être compliqué au match 1, puis ça va dérouler. Rebelote contre le Jazz. Ça va dérouler aussi. Finale de conférence. De nouveau contre les Warriors. Encore Watt fumier finalement. Encore Watt fumier. Et peut-être l'équipe qui est passée avec LeBron James le plus proche de battre ses Warriors avec Kevin Durant. Ouais, clairement. Ça va en 7, hein. Franchement, ça va en 7 et surtout, les Rockets vont mener 3-2 dans cette série à un moment donné. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié qu'ils menaient 3-2. Et oui, les Rockets vont gagner le match 5, c'est la série, c'est la saison, parce que c'est pas sur la série, mais c'est sur cette saison-là que vous avez d'ailleurs l'incroyable tir à 3 points buzzer beater de James Harden alors qu'il est doublé dans le corner droit. Franchement, ça s'est tiré la bourre toute l'année. On sait que tout peut vraiment bien se passer pour les Rockets. Ce match 5 est gagné, mais il y a un point noir sur ce match 5. Il y a un petit point noir. C'est l'escu au jambier de Chris Paul qui va décider de se dire « Attends, moi je pars en vacances plutôt que prévu. » La fameuse cuisse à Chris Paul. Et la fameuse cuisse à Chris Paul. Enfin, du coup, l'escu au jambier. Oui, bah... c'est du coup, Chris Paul out pour le match 6. Do or die à la maison pour les Warriors, bah ça le prend, hein, bien évidemment. Oui, Game 6, Game 6 clé. Game 6 clé, hein. Oui, tu peux le dire, vas-y, dis-le, crie-le si tu veux, Game 6 clé, hein. Ils l'ont pris dans la gueule. Ouais. Game 6 clé donc, pas grave, match 7 à domicile, ça va bien se passer. Non. Ça se passe bien à la mi-temps, on est à plus 15. Steph Curry a mis 0 points. Bah alors, le Stéphane, on est nul. Je suis à l'époque est en feu sur Twitter à dire vous l'avez vu votre mec surcoté là. Et ça, les enfants, c'est là que Raphaël a appris à ne pas trop ouvrir sa gueule. Et non, parce qu'il va en envoyer 32 en deuxième mi-temps avec des tirs d'une difficulté incroyable. Je crois qu'il tourne genre. Je crois que sur la deuxième mi-temps, cet enfoiré, il est quasiment à 75% de réussite au tir, ce qui ne veut rien dire. Ce match, oh là là. Mon Dieu. Et surtout, alors certes, Steph Curry prend feu comme on a rarement vu quelqu'un prendre feu, mais les Rockets vont rater une série. Ah mon pote, une série. C'est pas genre 18 tirs à 3 points de suite ou un truc comme ça. C'est plus 18 seulement, 27. 27, putain. 27 entre le milieu du troisième quart-temps et la fin du match.
0,27. Et genre, ouais, mais genre, dites-vous bien, genre, c'est pas 0,27 en mode il y a un ou deux mid-range. Non. S'ils vont prendre 27 tirs à 3 points d'affilée, ils vont rater les 27. Bah, c'était la mentale de cette équipe-là. C'était on vit Ouais, et genre, on hormis meurt par les quelques 3 lancers points. francs qui vont rentrer, il n'y a pas de tirs qui rentrent sur le terrain. Genre, Ouais. je crois que vraiment la série s'arrête à la fin quand PJ Tucker chope un rebond offensif. C'est vous dire le niveau de complexité. Ah bah c'est dur de gagner un match de basket quand tu fais un 0,27, oui. Ah bah c'est dur de marquer un match de basket sans mettre de panier, effectivement. Qui l'eût cru, j'ai envie de vous dire. Eh ben ouais. Qui l'eût cru. Les Warriors vont être champions, ça va grandement énerver James. Qui va se dire, oh là les gars, je vais vous envoyer une saison. Mais alors une saison. Va falloir remonter à Michael Jordan pour voir un mec prendre feu comme moi sur une saison complète, d'accord? La saison des Rockets, on va passer rapidement dessus. En 2018-2019, les Rockets, 53-29, ça finit 4ème de la NBA. L'entente avec Chris Paul est moins bonne, il y a des images sur le banc où ça s'engueule un peu, etc. C'est moins ouf. Mais alors James, il va vous envoyer un match à 50... Je crois qu'il envoie... Ouais, c'est ça, je crois qu'il envoie genre 50-17-15. Un match de fou furieux. C'est la première fois qu'on voit un mec mettre 50 points en faisant un triple-double, je crois depuis Oscar Robertson. C'est dire, si ça faisait un moment. C'est dire. Et genre 15 jours après, contre les Knicks, il va se dire, attends. Si je faisais 60, 12-12. Tranquillement, comme ça, là. Je le pose. C'est incroyable, James Harden, sur cette saison. On va en parler un peu plus en free flow. Genre, qu'est-ce que... Que t'aimes le joueur ou pas, on avait rarement vu. Alors, la qualité des choix de shoot, bien qu'il soit encore dans des très bons pourcentages, puisqu'il est encore à 54% d'efficiency field goal. Pour un mec qui prend quasiment 13 3 points par match, c'est énorme. Enfin, qui prend 13 3 points par match, c'est énorme. Et franchement, il était inarrêtable, il était trop fort. Bah, oui. C'est l'époque où son step back est si inarrêtable que les équipes commencent à se dire, mais en fait, on va le défendre de derrière. C'est-à-dire qu'on va pas défendre. D'habitude, un joueur de basket, vous défendez devant. On apprend toujours au petit, tu te mets entre ton joueur et le panier. Oui. Bah là, non. Mets-toi derrière ton joueur. Je suis sûr, il est moins fort en drivant qu'en mettant des step back à 3 points. C'est ce genre d'infos montre, genre ça corrobore le truc de on savait pas quoi faire en fait, il était juste... Ah bah on ne savait plus quoi faire, parce que le truc c'est que il était vraiment à un niveau où tu viens fermer, il trouve toujours la passe, mais toujours la passe. Et genre, alors certes il va envoyer 5 pertes de balles de moyenne, mais il a l'un des usage rates les plus what the fuck. Oui, t'as jamais vu un usage rate comme ça. Ah bah ça c'est du usage rate. Attends, je vous trouve ça en 2 secondes là. Ça c'est du usage rate qui usage, hein, ça use. Ah bah 40% d'usage rate, comment vous dire? Comment vous dire? 40% des points, enfin des actions des Rockets passent par James Harden. Voilà. On parle de plaque tournante usage, hein. dans le milieu. Oh oui, le terme est adéquat. Du coup, une saison colossale, mais pas MVP, puisque c'est Giannis Antetokounmpo qui prend le MVP cette année-là. Et le bif d'ailleurs entre les deux démarre à ce moment-là, parce que James a complètement le seum, hein, le frérot est en feu total et bah il est pas MVP, je peux comprendre. Ça me rappelle quelqu'un, tu vois. Oh tiens, c'est bizarre ça. Ouais. Un Serbe? Oh oui, aussi. Tu pensais à qui? Je pensais à un joueur qui a beaucoup pleuré sur le fait qu'il était pas MVP. Et Un joueur qui a beaucoup pleuré. Ah, Joel Embiid. Ouais. Ouais, effectivement. J'avais pas pensé je pensais pas à lui. Si tu pouvais parler je pensais aussi à Kobe qui a fait une saison à 34 points de moyenne et qui était pas MVP. Ouais, mais fallait le donner à Nash. C'est ça. Je laisserai ce bruit de tasse au montage. Ça me plaît. Mais du coup, 2019 en playoff,
Ça va gagner la première série, encore contre le Jazz. Finalement, le Jazz aura adoré se faire martyriser par les Rockets. De la même façon que les Rockets ont adoré se faire martyriser par les Warriors, tu me dis. Hein. Ah bah oui, puisqu'en demi-finale, ils vont encore perdre contre les Warriors. Bah donc oui, bon, je sais. Hein. Je sais bien. Voilà, finalement. Et puis là, c'est beaucoup moins serré que l'année d'avant. Oui. Et pareil, James Harden, là, c'est compliqué cette année-là en playoff. Pareil, on sent en fait que... Est-ce qu'il sait qu'il est fatigué? Est-ce que c'est qu'il n'est pas en forme? C'est assez difficile à dire. Mais quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'il envoie des moyennes à plus de 30 points par match et qu'il soit quand même bien efficient, c'est dur. C'est très très dur. 2019-2020, Chris Paul. Bon, t'es bien sympa. Alors certes, j'avais oublié ça, qu'on t'avait mis une extension, Chris Paul, on t'avait fait signer le max. Ouais, mais ça parce nous que va pas Chris du tout, Paul, en fait. c'est le joueur de l'avenir. Oui, il avait quel âge quand t'avais signé ça? 34 ans. Oh merde. Ouais. Du coup, exit Chris Paul, trade qu'il envoie au Thunder contre Monsieur Russell Westbrook. Tiens, si on prenait le MVP 2017, le MVP 2018 et qu'on les mettait ensemble. Les bons vieux copains là qui ont été en finale ensemble. C'est ça ne peut que marcher, non? Ouais. Et rebonjour à tous. Effectivement, vous avez remarqué, je suis désormais tout seul. Baptiste n'est pas avec moi. En fait, on a enregistré le podcast en entier avant de se rendre compte que la piste son de Baptiste était corrompue. Après 1h09 à peu près, donc le moment où ça s'est arrêté précédemment. Ce qui nous a fait énormément plaisir. Nous avons essayé de la réenregistrer et elle a de nouveau foiré. Cet épisode est donc maudit et pour des soucis de comment dirais-je, de facilité, je vais le finir tout seul. Ça va changer un petit peu. Je vais essayer d'amener autant d'énergie et de joie que quand je suis avec mon comparse. On repart donc en 2019-2020, ce dont on parlait avant. Le Thunder éjecte Chris Paul, bonjour Russell Westbrook, trade qui envoie, je crois, 250 000 tours de draft à peu près au Thunder contre Russell Westbrook. On est franchement dans une saison où si James Harden continue d'être très très bon, c'est le pinacle, le summum, le plus gros cliché du Mike D'Antoni basketball. Nous allons avoir ce trade en cours de saison qui va envoyer Clint Capella au Atlanta Hawks et on va se retrouver avec des équipes composées de James Harden, Russell Westbrook, Eric Gordon, Daniel House Jr. et PJ Tucker en poste 5. Autant vous dire que si dans l'effectif il y en a un qui dépasse les 2 mètres, c'est super beau, bien que je crois que PJ soit légèrement au-dessus. Bien évidemment, quand vous respectez pas le jeu, parce que ça reste un sport de grand, et vous avez les résultats qui vont avec, c'est-à-dire des résultats qui sont moins bons que les 2 saisons précédentes. C'est franchement hockey tiers au moment de l'arrêt de la saison pour cause de Covid. Dans la bulle, franchement, c'est assez anonyme. Pareil, les résultats sont assez hockey tiers. Il y a ce premier tour contre le Thunder qui est un petit peu sympa avec le compte de James Harden sur Lugenstort, pardon. Mais globalement, c'est pas fifou. Première victoire en demi-finale contre les Lakers au premier match, et puis après ça prend les 4 dans les dents, exit en 5, et à la fin de ce 5e match, conférence de presse, James Harden annonce publiquement que si les Rockets comptent entamer une reconstruction, ce sera sans lui. On peut le comprendre, il a déjà quasiment 30 ans, il a déjà été MVP, il a déjà énormément de trophées individuels, James, mais ce qu'il veut, c'est gagner. Donc il annonce clairement que si les Rockets sont en construction, je demande mon trade, ce qui va être fait à l'intersaison. Les Rockets ne vont pas l'échanger, le comportement de Harden ne va pas être fantastique, dites ça comme vous voulez, mais il ne va pas se présenter au training camp des Rockets, qui est en vérité une faute professionnelle. Ensuite, quand on va le voir arriver, c'est l'épisode de Fat Suit Harden, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est le moment où James Harden est peut-être le plus gros. Alors ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a certains angles où il paraît quand même assez slim, et sur les photos qu'on avait vues pré-bulle, il était vraiment très très en forme, assez mince. Et là, d'un coup, on le voit très, très gros, mais aussi très maigre du jour au lendemain. C'est un peu flou cette période. Est-ce qu'il portait quelque chose en dessous? Est-ce que c'est l'angle de la photo? Il y a plein de raisons. Quoi qu'il en soit, la saison reprend en décembre. Après 8 matchs, donc début janvier, il est tradé aux Nets, de mémoire en échange, je crois, de Caris LeVert, qui deviendra par la suite Victor Oladipo. Il y a un délire, c'est un échange à 3 équipes avec Indiana, les Nets et les Rockets. Quoi qu'il en soit, équipe des Nets donc, composée de James Harden, de Kyrie Irving, de Kevin Durant, et franchement, le début, c'est tonitruant, on prend tous une baffe, les Nets sont premier offensive rating de la ligue, ça joue vraiment bien, les 3 jouent vraiment bien ensemble, Harden est
très très fort. Il est même élu joueur du mois en janvier et en février. Il tourne de mémoire t'as tourné pas loin de 25-27 points et toujours entre 11 et 12 passes décisives de moyenne. C'est vraiment devenu un pur playmaker, mais qui punit quand Irving et KD sont pas sur le terrain ou quand il a des ouvertures. Franchement, les 2 premiers mois d'Harden, c'est exceptionnel. Jusqu'à ce 23 mars, où petite déchirure à l'ischio-jambier, 3 semaines out, retour contre les Knicks, déchirure de nouveau sur le même ischio-jambier. Et là, ça commence à être compliqué. Il va réussir à revenir un petit peu avant la fin de saison. Il va jouer les 3 derniers matchs en étant restreint au niveau des minutes. On arrive dans la série contre les Celtics. Et franchement, il est très bon. On dirait pas qu'il s'est blessé, qu'il a eu 2 blessures coup sur coup, même ischio-jambier. Tous les observateurs se disent purée, ça va tenir pour James Harden, ça va tenir pour les Nets, qui ne font qu'une bouchée des Celtics au premier tour. Harden tourne en 27 points, 12 passes décisives encore. Sur la série, il est vraiment très 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 fort. Sauf que, mesdames et messieurs, la Shkumun va venir se mettre sur cette équipe des Nets. Les Bucks, la série en demi-finale. On perd Kyrie Irving, je crois, au premier ou deuxième match. James Harden se répète au même ischio-jambier, pas du tout ischio-jambier, au troisième match. Et là, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué parce que KD se retrouve tout seul, majoritairement entouré de role-players, mais ça soit. Mais surtout, il y a une mauvaise évaluation de la part du staff médical des Nets qui évalue la blessure de Harden comme une petite contracture, alors que non, il s'agit bien d'une élongation, ce qui normalement met 4 à 8 semaines à être soigné. Et là, on se dit non, t'inquiète, t'en as que pour une petite semaine que tu vas pouvoir partir. Harden rate le match 4, le match 5, il revient alors qu'il sait qu'il est blessé, c'est-à-dire lui sait qu'il a mal, même s'il a mal été évalué, mais lui sait qu'il a mal, mais il revient quand même, il met sa carrière en jeu, parce que c'est pas rien de jouer avec une élongation. Pour venir au match C7, il est catastrophique, il va tourner à 27% au tir, 14% à 3 points, il va tourner à peine, je crois, il va quand même trouver, je crois, le moyen de tourner quasiment en 18 et 12, parce que ça reste un joueur de grand talent. Mais c'est trop dur. Bien évidemment que la série finalement ne finit par passer qu'à un orteil de KD qu'ils aillent en finale. Mais ça aurait été compliqué quand même. La saison se finit. Harden du coup doit se soigner parce que ça va prendre du temps. Intersaison la plus courte de l'histoire de la NBA. Harden est donc obligé de d'abord se soigner puis de très rapidement attaquer le training camp. Et forcément il est hors de forme parce que aller faire du cardio, vous maintenir en forme quand vous ne pouvez pas utiliser vos jambes, c'est quand même vachement compliqué. Surtout qu'on parle d'un basketteur, donc quelqu'un qui utilise majoritairement ses jambes, et ça draine énormément d'énergie. Donc il arrive un peu hors de forme. À l'époque, je me souviens qu'il y avait des personnes qui racontaient que ça avait assez choqué Kevin Durant. Mais soit, le plus gros du problème n'est pas là en 2021-22, parce que si James Harden revient dès le début de la saison, Kyrie Irving, lui, va être à mi-temps. En effet, on a cette affaire de vaccin, où Kyrie n'est pas autorisé à jouer les matchs à domicile car le vaccin est obligatoire dans l'état de New York, donc il joue uniquement à l'extérieur, donc ça énerve passablement Harden. Je me souviens qu'à l'époque ça sort, on le fait savoir. Derrière, Kevin Durant à la mi-saison se fait pas une rupture, mais se fait une entorse, je crois, du MCL, donc en gros c'est le ligament interne, le ligament médium, mais tous mes potes en anatomie ou en kiné, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, out KD pour la fin de saison, et Harden qui n'a déjà à ce moment-là pas signé son extension, puisqu'on rappelle qu'en 2021-2022 il est free agent à la fin de l'année, se dit ça me saoule, je suis venu là pas pour être la star, pas pour porter l'équipe, je suis venu là avec 2 mecs, Kyrie me gonfle, il joue pas, KD s'est blessé mais il y peut rien, mais c'est chiant, je vais demander mon trade, je vais aller rejoindre Daryl Morey qui a su m'entourer, qui a su m'écouter, qui est quelqu'un en qui j'ai pleine confiance, foreshadowing à venir, vous verrez. Et il demande son trade. Les Sixers à ce moment-là, ça se trouve que tiens, on a Ben Simmons à trader, ça s'échange, des tours de draft dans le lot, 2-3 autres joueurs. Et direction Philly pour The Beard. Et honnêtement, il arrive le 3 février à Philly. Alors Philly lui donne du temps, Philly lui donne 22 jours exactement pour pouvoir se reposer, se remettre bien. Et parce que oui, Harden avant ça traînait de nouveau une blessure à l'ischio-jambier, pardon, j'ai oublié de vous préciser, on n'en a pas fini avec son ischio-jambier.
En tout cas, quand il revient avec Philly, ça démarre très fort, 5-0. Je crois que le premier match, c'est un match au Madison Square Garden et il me semble qu'il envoie genre quelque chose, encore une fois, comme du 27-14, 26-17. Il envoie un nombre insolent de passes décisives, il est encore une fois très 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 fort. Fin de saison qui est plutôt bonne avec Philadelphie, je crois qu'ils ont un très bon pourcentage de victoires quand le duo Harden-Embiid est sur le terrain. Ça arrive en playoff, ça cale en playoff. C'est compliqué. Ça perd au second tour contre Miami et on se dit à l'époque, oui, peut-être que c'est parce qu'Harden vient d'arriver, ils ont besoin de se mettre du temps, ils n'ont pas forcément l'équipe idoine, c'est pas grave. Harden est conscient aussi que ça va prendre du temps, il accepte, il fait un très beau geste à l'intersaison 2022. Il signe un 1+1 pour 23 millions de dollars au lieu des 50 qui lui étaient promis, environ, c'est-à-dire qu'il aurait pu signer le max, mais non, il prend que 23 millions, histoire de laisser aux Sixers de la place pour pouvoir recruter. Saison 2023, donc la saison dernière, pour ceux qui écoutent ça en 2024. Franchement, Philly n'est pas dégueulasse, fait une saison plutôt correcte, Harden a des hauts, Harden a des bas, on va en parler juste après, mais c'est pas si dégueulasse. Et on arrive en playoff. Premier tour, ça se passe bien. Deuxième tour, c'est compliqué contre les Celtics malgré ce très gros premier match. Notamment le match 6 que les Sixers ont laissé passer alors qu'ils avaient l'occasion de l'emporter en 6 en mangeant 50 points de Jason Tatum. Et franchement, là, il y a une première cassure qui se crée. Déjà dans l'effectif des Sixers, tout le monde, je pense, a en tête le fait que Doc Rivers rejette globalement la faute sur Harden et Embiid. Embiid est aussi un petit peu blessé, je crois, sur ces playoffs-là, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est complexe. Bon, c'est pas grave, on arrive à l'été, Harden a encore 1 an puisqu'il active sa player option. Enfin, il n'a pas encore activé sa player option, mais on se dit qu'il a encore 1 an de player option, donc sinon il va signer son contrat, ça devrait aller. Et là, mesdames et messieurs, je pense que vous vous souvenez certainement de cette image qui a tourné sur les réseaux sociaux. On voit James Harden en Chine, il y a des enfants pour son camp avec Adidas, il y a aussi des médias, et il annonce tout simplement que Daryl Morey est un menteur et que plus jamais il ne travaillera pour une association dans laquelle il est partie prenante. Voilà, la rupture est consommée, notamment liée au fait que Harden a fait un sacrifice, qu'on lui a promis au moment de son sacrifice de lui faire signer un contrat max juste après. Ce qui n'a pas été le cas. Du coup, James Harden prend sa player option. Derrière, cette vidéo sort. Instance de divorce, demande de trade, appelez ça comme vous voulez. Il faut trouver un point de chute à notre ami Barbu. Ça va prendre un petit peu de temps et c'est ce début de saison où ça va l'emmener aux Clippers. Et voilà, actuellement, on voit ce que ça donne aux Clippers. On a eu la take au début où il a dit je ne suis pas un joueur du système, je suis le système. Et je vais terminer là-dessus mon résumé chronologique des événements pour ouvrir un débat un peu plus gros. Alors je suis tout seul, on l'a fait plusieurs fois du coup avec Baptiste, mais je vous invite très fortement à aller regarder un extrait du podcast de Gigi Reddick dans lequel il invite Richard Jefferson et Tim Legler. Vous tapez juste Gigi Reddick Harden podcast sur YouTube et vous allez trouver cet extrait-là si vous maîtrisez l'anglais, qui est très intéressant et qui honnêtement moi, m'a fait changer ma vision sur pas mal de choses. Déjà parce que Harden, effectivement, quand on regarde le storytelling des médias, etc., on pourrait lui reprocher plein de choses. On pourrait dire, oui, il est souvent pas bon en playoff, on en a parlé avant, ça, effectivement, c'est un cas. Et Tim Legler le dit très très justement dans cet extrait. Harden est peut-être la superstar, parce que c'est un joueur qui a un talent de superstar, mais avec le plancher le plus bas de toute la NBA. C'est-à-dire que quand il est dans le trou, il est dans le trou, et effectivement, quand James Harden est dans le trou, on le voit rarement faire des 4e cartons, des secondes mi-temps, ou comme un Steph Curry qui avait mis 0 points au Game 7 en 2018 et est capable d'en mettre 30 en 2e mi-temps. C'est pas du tout du James Harden, s'il est pas bon, il va pas être bon jusqu'au bout. Et le problème, c'est quand on est un système comme James Harden, parce que oui, si vous suivez de la NBA, et ça va peut-être faire condescendant, mais ça ne veut pas l'être, si vous suivez de la NBA sans comprendre que c'est une ligue de joueurs qui fonctionne par les joueurs et pour les joueurs, alors remettez peut-être en cause votre vision de la NBA, parce que le basket en NBA est un sport encore plus individualiste qu'il ne l'est de base. Et les joueurs sont des systèmes. LeBron James est un système, Steph Curry est un système, Luka Doncic, Nikola Jokic sont des systèmes. Il y en a pour qui c'est plus évident, Luka Doncic, Nikola Jokic, il y a tellement de ballons qui passent entre leurs mains que vous pouvez vite vous dire oui, effectivement. Alors vous allez me dire oui, mais il y a autour d'eux, il y a peut-être des coupes, il y a peut-être des joueurs qui font des choses très bien, mais le jeu est centré sur cette pièce. C'est eux la plaque tournante de toute l'attaque.
Et vous avez aussi des sous-systèmes, ce qui sont souvent les role-players ou les secondes options, c'est pour ça qu'on parle souvent de seconde ou troisième option. Ce sont les sous-systèmes. J.J. Redick utilise son exemple. Pour ceux qui ont connu l'époque des Clippers, 6 premières minutes de match des Clippers, 6 premières minutes du troisième quart-temps, tout passait par le mouvement off-ball de J.J. Redick. Pour ceux qui regardent du basket actuellement, quel exemple vais-je pouvoir prendre? Si vous allez regarder les Boston Celtics, le système, c'est Jason Tatum. Le sous-système, c'est Jalen Brown et Kristaps Porzingis. C'est d'abord, on va essayer de voir ce qu'est capable de décanter Tatum par ses oppositions dans 1 contre 1, et ensuite on verra ce qui est capable de, si ça marche pas, ou alors quand Tatum est en dehors du terrain, et ben on donnera le ballon à Kristaps ou à Jalen Brown. C'est un commentaire qui à l'époque a voulu beaucoup de haine à Harden de dire qu'il était le système, mais c'est vrai. Et le problème de ça, comme le disait Tim Legler, c'est que quand vous avez le plancher le plus bas de la NBA, et ben quand vous êtes pas bon, votre équipe elle a tellement de chemin à faire avant de revenir à son niveau que c'est impossible de s'en sortir. Excusez-moi. Et on l'a bien vu dans ces derniers playoffs des Sixers contre les Celtics où quand Harden n'est pas bon, c'était impossible pour les Sixers d'espérer accrocher les Celtics. On a eu aussi, pour continuer à parler du cas Harden, tous les cas de strip club. Effectivement, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un Reddit. Je sais pas si j'en ai parlé dans la première partie, peut-être, désolé si c'est une Reddit. Mais vous avez eu un Reddit qui avait sorti que si on prenait la liste des strip clubs et leurs notes dans les différentes villes où Harden se déplaçait, on pouvait trouver des corrélations entre ses performances et la qualité des strip clubs. Oui, il y a des histoires qui disent que James Harden a son maillot retiré dans certains strip clubs à Houston. Et c'est certainement vrai. Mais il faut pas en tirer... Enfin, il faut pas dire que c'est la principale raison pour laquelle il échoue. Tous les joueurs NBA font la fête. En tout cas, la plupart des joueurs NBA font la fête. La plupart des joueurs NBA n'ont pas l'éthique de travail que vous pensez d'eux. Il faut arrêter d'être dans le fantasme du sportif qui ne fait que s'entraîner, de cet imaginaire qu'a pu installer un Kobe Bryant à un certain moment, ou d'un LeBron James, de gars avec des vies très rangées. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de joueurs pour qui ce n'est pas le cas. En attendant que vous soyez bon sur le terrain, si ce que vous faites en dehors des... si vous êtes bon sur le terrain, ce que vous faites en dehors des terrains, on s'en branle. C'est un argument qui a souvent été sorti pour Harden. Là, il y a Trevor Ariza, je crois, qui, il y a pas longtemps, a fait une interview où il explique que ouais, il y a les affaires de strip club, mais vous voyez pas non plus que le mec est le premier à l'entraînement et le dernier à en partir, qui fait des séries en plus, qui fait des choses en plus, qu'il a vraiment, à l'époque des Rockets, mis toute son âme dans le fait de s'entraîner dans sa carrière. Alors oui, effectivement, Tim Legler le souligne justement, et Richard Jefferson le souligne aussi, c'est parfois un joueur dont on a l'impression qu'il en a rien à foutre et que ça lui glisse dessus quand il perd. Il est peut-être pas aussi émotif et démonstratif que peuvent l'être d'autres quand il passe à côté de grosses occasions. Mais c'est pas une raison, c'est pas parce qu'une personne est moins émotive que les autres, en tout cas qu'un joueur NBA est moins émotif que les autres, que vous devez en tenir particulièrement rigueur et que ça veut dire que le mec en a rien à foutre. Je pense que si vous le demandez à James Harden, il doit vraiment l'avoir mauvaise d'avoir été la seule équipe à pouvoir peut-être approcher les Warriors les Warriors du Death Line-Up avec Kevin Durant en 2018. C'est dommage, ça aura toujours un goût amer pour lui, mais son coéquipier s'est blessé, c'est comme ça. Encore une blessure d'ailleurs au disque jambier. Comme quoi, tout est fait de cycle. Mais voilà pour James Harden, je veux dire, c'est un joueur... Moi, je vais finir sur ça. C'est un joueur sur lequel je n'avais pas le meilleur des a priori. C'est un joueur qui m'a jamais particulièrement fait kiffer. C'est un superbe attaquant, je reconnais. C'est aussi effectivement un bon défenseur sur l'homme, meilleur que ce qu'on peut le penser. Il est effectivement pas forcément attentif en dehors. Sur l'homme, il est bon. Mais en dehors de ça, le joueur, le packaging autour du joueur, moi, m'a jamais vraiment emballé. Mais si vous prenez vraiment le temps d'aller regarder ce que ce mec a fait, les records qu'il a, les trophées individuels qu'il a, parce qu'aujourd'hui, s'il est allé aux Clippers, alors oui, il y a plein de stars, mais c'est parce qu'il veut gagner un titre. Et s'il a été autant tradé ces dernières années, c'est parce que la seule chose après laquelle court James Harden, c'est un putain de titre. Et que je pense que James Harden est un joueur pour qui la narrative de si tu as pas de titre, ta carrière vaut rien, pèse énormément dans sa tête. Et c'est une narrative qui est très mauvaise, mais qui impacte forcément le jeu et les décisions de beaucoup de joueurs. Et voilà, aujourd'hui, il est en course pour ça. Je pense que s'il la gagne avec les Clippers cette année, ou dans les années à venir, on en parlera différemment de James Harden. S'il la gagne pas, on aura peut-être aussi un regard qui sera différent.
En attendant, si on essaye d'oublier le côté affect et qu'on se focalise sur les faits, vous avez actuellement, je crois, de tête, le 3e tireur à 3 points le plus prolifique de l'histoire de la NBA. Il me semble qu'il a dépassé Reggie Miller il n'y a pas longtemps et qu'il lui reste peut-être Ray Allen, je crois. En tout cas, après Steph Curry, vous avez certainement l'attaquant qui a mis le plus de 3 points. Vous avez un individu qui a amené énormément de choses au jeu offensif. Le step back, l'Eurostep, il a énormément participé à sa démocratisation, dans les années 2010, surtout la deuxième partie de la décennie 2010. Tout ce jeu avec les fautes, la manière dont les gens ont essayé de le défendre, c'est quelqu'un qui a impacté, qui a révolutionné le jeu. C'est un Hall of Famer sans aucune discussion. C'est, malgré le manque de palmarès collectif, individuellement, certainement, l'un des meilleurs joueurs dans ses meilleurs jours que la ligue ait connu. Certes, Tim Legler a raison. Quand il est bas, il est très très bas. Mais James Harden, quand il est haut, il y a peu de gens qui sont capables d'aller le chercher. Voilà pour cette fin. J'espère que c'était pas trop brouillon. C'était un exercice différent pour moi de finir ça tout seul. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe. J'espère que vous aurez plein de bonheur. Mucho love, topette. Et on se revoit la semaine prochaine dans Backdoor.